Votre rêve est notre défi. Après cette introduction vidéo, je vous prie de bien vouloir accueillir, cette fois-ci en personne, Maître Dominique Satenang, premier Africain de l'histoire à avoir été formé au temple de Shaolin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je tiens tout d'abord à saluer cette belle initiative
du musée du Quai Branly. Je vais également saluer toute l'équipe organisatrice et j'aimerais saluer une personne en particulier. Il s'agit de Yves Montmayor qui parcourt le monde à filmer ces personnalités des arts martiaux, en l'occurrence mon ami Jackie Chan. Donc je crois qu'il est ici présent aujourd'hui. Pour parler de mon parcours, donc j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Alors on va aller à la source même, à savoir le village où je suis né, le petit village de la Brousse qualifié, donc Bafou. Jusqu'à l'âge de 11 ans, je ne savais pas ce que c'est que la lumière. J'étudiais avec les lampes tempête. Alors, dès l'âge de 7-8 ans, je jouais bien au football et mes parents, issus d'une famille royale, comme vous voyez, là il s'agit justement le roi de Bafou. Alors, au Cameroun, le football est une tradition. Un peu comme en Chine, le kung-fu est une tradition. Il s'organisait chaque année les jeux scolaires comme les jeux universitaires. Donc, il y avait des championnats interscolaires. Et ces championnats, mon école, qui faisait partie des écoles participant à ces championnats, alors l'ouverture se passait à la chefferie. Donc, et lors de ces championnats, match d'ouverture, j'ai marqué le but qui permettait à mon équipe d'être qualifiée. Alors, au regard de tout cela, mes parents, alors les gens du village ont sollicité à mes parents en disant « cet enfant qui joue mieux au football, il vaut mieux envisager son avenir ailleurs qu'au village. » Alors, c'est ainsi que mes parents m'ont envoyé à Douala. Douala, c'est la capitale économique du Cameroun. Alors, quand j'arrive à Douala, mon oncle, qui fait l'erreur, sans doute de sa part, de m'amener voir un film, m'amène au cinéma. Il faut dire que je n'avais jamais été jusqu'alors dans une salle de cinéma. Alors, j'arrive dans cette salle de cinéma au Musport. Le film qu'on va regarder, c'est Opération Dragon. Le film de Bruce Lee. Voilà le film qui va venir basculer complètement le rêve qui fut celui de mes parents, de me voir comme un certain Roger Mila, parce que Roger Mila, à l'époque, le Cameroun venait de remporter la première Coupe des Nations, la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, mes parents voyaient en moi l'homme qui pourrait suivre les traces de Roger Mila. Une fois au cinéma, après avoir regardé ce film Opération Dragon, alors je suis rentré, j'avais complètement changé. Mon oncle qui croyait m'avoir fait plaisir, il me voyait triste, il me voyait, je ne parlais pas, il se demande qu'est-ce qui se passe. Alors le lendemain, il me demande à savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que, bon, je t'amènerai demain au stade. Si c'est pour le match, si tu m'en veux de t'avoir amené voir un film, mais il s'est trompé. En réalité, il venait là d'ouvrir une voie qui était la mienne. Alors, je lui fais comprendre que je n'ai plus envie de faire du football. Je ne veux plus jouer au foot, mais j'ai envie de faire des arts martiaux. Il me regarde et se dit, mais attends, il a un problème ou quoi? Comment veut-il faire du kung-fu alors que la mission qui l'amène à Douala, c'est de faire les arts martiaux? Alors, il a refusé. Il a dit, ce n'est pas question. Il n'en est pas question que tu me dises une chose pareille. Donc, il informa mon papa de ce que je voulais faire. Donc, mon papa, c'est celui que vous voyez avec ma maman. Donc, et mon papa qui dit, il n'est pas question, il est venu pour les arts martiaux, pour le football,
S'il ne veut pas, il n'a qu'à rentrer. J'ai dit non, il n'y a pas de souci, je peux rentrer. Alors, il faut dire qu'en ce moment, j'avais les moyens de ma politique. J'avais quoi, 10 ans, j'avais 11 ans. Mais il faut dire qu'à l'âge de 9 ans, j'étais déjà indépendant financièrement de mes parents. Qu'est-ce qui explique cela? À 7 ans, je fabrique une chaise en bambou, une petite chaise où on pouvait s'asseoir à l'aide de bambou. Et mes parents qui regardent, ils disent, mais comment tu as appris à faire ça? J'ai dit, je ne sais pas, j'ai essayé. Alors mon papa qui ne vivait pas avec nous parce qu'il travaillait dans une autre région, il revient le week-end, il voit que j'en avais fabriqué plein. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai dit, je vais vendre. Or, de ces villages qualifiés de la Brosse à la ville, il fallait parcourir 25 km. Alors, je suis d'une fratrie de 9 enfants, nous sommes 9 à notre maman, et je suis le 3e enfant, donc le premier garçon. J'ai 2 filles devant moi. Alors, je demandais à mes sœurs aînées de m'aider à transporter ces chaises pour amener en ville. Or, il fallait arriver à 6 heures du matin. Et j'ai quel âge? J'ai 7 ans et demi, 8 ans. Alors, mes 2 sœurs aînées m'aidaient à transporter. Il fallait quitter à 3 heures pour arriver à 6 heures du matin. En chemin, il m'arrivait de pleurer parce que je ne pouvais plus. Ma sœur aînée me portait sur le dos avec les chaises également. Arrivé donc à Douala, arrivé donc à la ville de Tchang, on vendait ces chaises. Je récupérais de l'argent. Je leur donnais quelques pièces pour manger. Je retournais, je donnais à ma maman pour garder. Alors, j'ai réalisé des économies. 1 an plus tard, j'ai pu ouvrir la première épicerie de mon village. Donc, à 8 ans et demi, j'étais déjà propriétaire d'une épicerie. Et quand vous voyez cette photo, vous voyez que je suis mieux habillé que mon ami d'enfance. Et ça, ces vêtements, c'est moi qui les achète. Là, j'ai 9 ans. Donc, ce qui fait que, là, partant de là, lorsque j'ai dit à mon oncle, il n'est pas question, je veux faire ce que je veux, j'avais déjà eu cette autorité de par mon indépendance financière. Alors, mon oncle fait savoir à mon père, il est décidé vraiment à pratiquer. Mon père qui lui dit, écoute, laisse-lui faire ce qu'il veut. Mon papa ayant confiance en moi, sachant ce que je faisais, sachant combien je me débrouillais, il m'a dit, laissez-le faire. Alors, c'était ainsi que mon papa, il fixa une condition, il dit, sache que tes études avant tout. Évidemment, on ne voit pas un enfant qui avait un avenir dans le football et qui décidément décide de faire les arts martiaux. De sur quoi, à l'époque, la Chine était pauvre. Personne ne pouvait envier pratiquer les arts martiaux. Alors, me voilà qui quitte mon oncle qui fixe les conditions, à savoir, tu dois réussir à l'école, on te laisse pratiquer les arts martiaux. Premier trimestre, je suis premier de ma classe. Il ne fallait surtout pas qu'on trouve une faille pour m'empêcher. C'est comme ça qu'on me donne l'accord de trouver une école qui pouvait m'accueillir. Voilà un autre challenge. Il fallait trouver une école. À l'époque, il n'y en avait pas. Les peu de clubs qui existaient, c'est ceux qui pouvaient pratiquer, qui pouvaient étudier par les cassettes, par les vidéos, ainsi de suite, ou imiter des films, ainsi de suite. Alors, peu importe pour moi, le plus important était d'être inscrit quelque part où je sais que je peux apprendre ce que j'ai vu au cinéma. Cet homme fort, cet homme plein de justice, d'une imagination incroyable. Voilà comment je commence la pratique des arts martiaux. Au deuxième trimestre, malheureusement, ma note baisse, je suis 2e de ma classe. On me menace d'arrêter. Alors, c'est alors que je leur demande de me laisser, au 3e trimestre, je vais me rattraper. Voilà comment, de la 6e jusqu'en terminale, j'ai été toujours premier de ma classe pour ne pas laisser l'occasion à mes parents de m'empêcher de faire les arts martiaux. Alors, j'ai donc débuté la pratique des arts martiaux, qui ne fut pas chose facile. Cela m'a amené, plus tard, mes parents, ma famille s'est installée au Gabon, c'est pas loin du Cameroun, donc j'ai rejoint ma famille au Gabon. Voilà encore un épisode qui ne fut pas facile pour moi, un véritable challenge. Alors, le Gabon, malgré que ce soit un pays voisin du Cameroun, il faut le visa pour se rendre. Je vais solliciter le visa, on me refuse, je dis non, c'est pour les études et retrouver ma famille.
qu'est-ce qu'il faut faire? Ma famille dit, écoute, il faut attendre. Il y a des moments où il y a des gens qui voyagent par route, ils pourront peut-être t'aider et tu prendras ton visa à la frontière. Voilà comment, un mois plus tard, il y a une famille qui descend du Gabon et qui m'accompagne à la frontière. J'arrive à la frontière, je demande le visa et on me refuse encore le visa et on me demande qu'il fallait retourner. Alors, pas question de retourner, je n'ai pas fait tous ces chemins pour retourner. C'est comme ça que je fais le chemin en voiture pour me rendre à la capitale où j'ai parcouru, je crois, 24 heures, étant suspendu dans une camionnette pour arriver au Gabon. Au Gabon, le matin, je me lève, je suis en train de courir. C'est là où je rencontre ces messieurs, ces Chinois qui étaient en train de faire les arts martiaux. Je me demande, est-ce que je rêve ou pas? Je viens vers lui, je m'agenouille, je dis non, j'ai envie d'apprendre ce que tu fais. Il me dit, ce n'est pas possible. En fait, il ne parle ni français ni chinois. Il me fait les signes de main. Alors, je me mets à genoux, je mets à le supplier. Il vient me lever, il écrit par terre 5h30. Tous les 5h du matin, j'étais là. Alors, j'ai travaillé avec lui pendant 1 an et demi. Quand il a quitté le Gabon, parce qu'il était un diplomate, je m'étais blessé au genou. Alors, je me rends chez un médecin acupuncteur chinois et j'arrive, M. Huangpeng. Ces derniers parlaient plutôt français. Je lui fais comprendre que je m'étais blessé en faisant du kung-fu. Il me dit, comment ça? Il y a du kung-fu au Gabon? Je lui dis oui. Il me dit, mais ce n'est pas possible. Je lui dis, comment ça? Il me dit, j'ai été vice-champion de Chine de kung-fu. Alors, je croyais que c'était le ciel qui me tombait sur les pieds. Je lui fais savoir, je vais travailler avec vous. Il me dit, comment ça? Je dis, alors, avec ces derniers, on a commencé donc à travailler. On a monté une association. On a développé ce sport au Gabon. Alors, les autorités chinoises ayant appris cela, l'ambassadeur me fait appel et me dit, j'ai appris ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? J'ai dit, c'est me rendre en Chine, où cet art martial a été créé. Il dit, ok, d'accord. Que puis-je faire pour vous? J'ai dit, le visa, j'ai besoin d'un visa. En ce moment, j'avais déjà une invitation d'une école chinoise qui s'appelait le Temple de Shaolin. En fait, il faut dire, le Temple de Shaolin, c'est le monastère des arts martiaux. Et à côté de Shaolin, il y a des milliers d'écoles parce que, étant donné que le Parti communiste a démocratisé la pratique des arts martiaux, tous les moines, c'est-à-dire par exemple, qui ont créé leurs écoles s'appellent Shaolin quelque chose, Shaolin Thierry, Shaolin ceci. Donc quand vous allez sur Google, vous tapez « je vais au temple de Shaolin », évidemment, vous tombez sur l'une de ces écoles. Alors pour vous, comme ça s'appelle Shaolin, et moi c'était Shaolin Viaché. Donc j'arrive en Chine, je me rends compte que en fait, je suis dans une école qui n'est pas Shaolin, mais je dois encore parcourir 20 km. Je suis dans la ville de Dunfen. Mais j'étais quand même quelque part content parce que du moins j'étais à Shaolin. J'étais dans cette ville. Au moins je pouvais travailler avec les vrais experts. Je commence la formation. 2 jours plus tard, je me rends au temple de Shaolin. Le chef spirituel était en train de tenir une conférence. Donc, me voilà mon premier jour au temple de Shaolin. Encore avec des cheveux, ainsi de suite. Alors, le chef spirituel qui était là, qui m'aperçoit, il me dit, il demande que je vienne vers lui. Évidemment, la sécurité, la police qui était là de dos tournés, qui n'avait pas vu le signe, m'empêcha d'aller vers lui. Alors, je saute la barrière qui était là. On m'a pris, on m'a braqué au sol. Et c'est le gars du corps du chef spirituel qui a demandé, non, non, laissez-le, c'est moi qui le fais appel. Je viens vers lui, il me salue, il est content, il me sort une carte, me donne. Alors, parce que j'étais noir, parce que j'étais étranger, non, il y avait d'autres étrangers, c'était question du destin. Voilà comment je vais donc directement au département étranger, je l'ai fait comprendre que j'ai envie d'apprendre les arts martiaux. Il me dit, ce n'est pas possible. Je dis, comment ça, c'est pas possible? Il me dit, non, il n'y a pas d'étrangers ici. Je dis, mais pourtant, c'est le chef spirituel qui vient de me donner la carte. Alors, il récupère la carte, me dit, écoutez, on va aller voir le chef spirituel, revenez demain. Je dis, non, faites la photocopie de la carte, vous me remettez ma carte. Alors, ils ont fait la photocopie, je suis revenu le lendemain, je les ai vus, le regard un peu bizarre, ils me disent, écoutez, le chef spirituel veut vous voir. Je vais vers lui,
Alors, j'avais un traducteur parce que je parlais aucun mot chinois à l'époque. Il m'a dit, voilà, on vous accueille ici. J'avoue que je me suis écroulé. Alors, avant de partir, l'école où j'étais, je leur ai fait savoir que j'allais m'entraîner. J'allais à Shaolin demander si je pouvais m'entraîner là-bas. Ils m'ont dit non, ce n'est pas possible. Je retourne, je prends mes affaires. Je suis resté 6 mois. En fait, j'étais venu en Chine pour un stage de mois. Je suis resté 6 mois. Je suis juste reparti, m'organiser avec mon pays, prendre tout ce qui était possible et retourner à Shaolin. Je suis resté 4 ans supplémentaires. Et après Shaolin, je suis allé à l'Université des sports de Pékin. Mais je veux vous dire qu'à Shaolin, ce n'était pas des vacances. J'y partais avec le costume de celui qui était un maître d'arts martiaux, mais j'arrive, en réalité, je n'étais même pas encore né. Vous savez, un peu comme en Occident, on met en avant le côté ceinture. Je suis ceinture noire 4 dan, je suis ceinture noire 10 dan. C'était un peu dans cet esprit-là. Je partais avec cette fierté de dire je suis un maître d'arts martiaux, je suis ceci. Quand l'entraînement commença, on me demande de me mettre en position mabou. Mabou, c'est genre cette position. On me dit mettez-vous à mabou. Je dis mais attends, c'est parce que je suis invité qu'on va me demander de me ridiculiser. En fait, je voyais ça comme si on me ridiculisait en fait. On me demande de faire yatue, titue. Donc poser la jambe sur un mur et tout. Bon. Je n'étais pas du tout content. Je suis allé voir le département étranger. Je dis, mais attendez, c'est quoi cette humiliation et tout? Il me dit, non, faites ce que le maître te demande. Alors, c'est là que j'ai commencé l'initiation, proprement dit, des arts martiaux. L'humilité. Donc, à partir de là, j'ai commencé à travailler. Dès lors que j'ai commencé à m'entraîner, c'est là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui manquait dans mon parcours. Et voilà comment ces années passées à Shaolin m'ont permis de me consacrer moine Shaolin. Et en 2011, le chef spirituel m'a demandé de porter les couleurs du temple de Shaolin en me nommant ambassadeur culturel du temple de Shaolin dans le but de promouvoir cette culture. C'est pourquoi, vous voyez, Gérard Depardieu que j'ai amené aussi à Shaolin. Et vous voyez la délégation africaine que j'ai pu également amener à Shaolin. C'est la toute première délégation africaine à venir étudier à Shaolin pour une période de 5 ans. Et après cela, nous avons mis en place, tout l'été, il y a une délégation qui arrive. Et chaque année, j'amène une délégation française également qui voyage avec moi au temple de Shaolin. Alors, comme je vous ai parlé de l'Université des sports de Pékin, où j'ai étudié, j'ai passé donc l'examen pour être arbitre international. C'est ce qui m'a valu mon ticket pour venir en France. C'est là où j'ai rencontré en Chine la Fédération française de Wushu, à l'époque quand ils avaient encore la délégation, qui m'a fait venir en France pour la formation des juges de la Fédération française et représenter la France au niveau des instances internationales au vu de mon implication au niveau international. Et pour la représentation, il fallait être français évidemment. C'est comme ça que j'ai été naturalisé à l'occasion d'être français pour pouvoir représenter cette fédération. Là, la photo, vous voyez, je suis admis au Panthéon. Au Cameroun, le Panthéon national, c'est de votre vivant. Ce n'est pas comme ici où on meurt avant qu'on nous mette au Panthéon. Donc là, j'ai été admis au Panthéon national de mon pays. J'ai créé une troupe Shaolin Black and White. En étant à Shaolin, j'étais souvent le seul à représenter le temple de Shaolin. Or, en tant qu'ambassadeur, j'ai créé une troupe qui s'appelle Shaolin Black and White, une mixité, pour qu'il y ait les moines de Shaolin, les véritables moines. Parce qu'en Europe, généralement, les gens disent moines. En fait, ils vont chercher les Chinois qui sont dans des écoles, ils se font raser la tête, ils viennent, ils se passent pour les moines. Non. Quand qui dit moine Shaolin, il a un nom. Par exemple, moi, c'est Shi Yanmai. Shi, c'est le nom de famille. Yen, c'est la génération auquel j'appartiens. Ça peut être Shi de Yang, ça peut être Shi Yongxing comme le chef spirituel. Donc, c'est cette troupe d'artistes que j'ai créée qui parcourt le monde à promouvoir la culture Shaolin. À côté de ça, j'ai créé un festival qui s'appelle FADAM, le Festival africain des arts martiaux, qui est aujourd'hui devenu le plus grand festival des arts martiaux du continent. Il réunit plus de 60 pays et ça se passe tous les ans dans un pays d'Afrique. Malheureusement, avec le Covid,
Tout ceci a été mis en arrêt, mais nous allons reprendre bientôt. Alors, donc voilà les personnalités qui soutiennent justement donc, le FADAM, mon ami Jackie Chan, mon ami Jean-Claude Van Damme, donc mon ami Gérard et GG, comme je l'appelle souvent. Et vous avez donc l'ambassadeur de Chine et puis le président de la Fédération chinoise d'arts martiaux. Donc, évidemment, j'ai également une autre casquette, c'est-à-dire que la Chine m'a sollicité sur le plan culturel et économique dans les échanges entre l'Afrique et la Chine. Donc, je suis vice-président de la Chambre de commerce Chine-Afrique. Sur le plan social, comme vous constatez, ça c'est un hôpital pour lequel j'ai essayé de sortir ces villages et de la brousse aujourd'hui, qui aujourd'hui a un hôpital que j'ai pu aider. Voilà une école également. Donc ce n'est plus la brousse d'hier, il y a la lumière aujourd'hui, il y a tout. Donc vous avez là les jeunes que j'ai envoyés au temple de Shaolin aussi. Donc chaque année, il y a des bourses pour permettre aux jeunes Africains d'aller étudier à Shaolin. Alors voilà quelques 8 règles de la vie, donc, que j'appelle la sagesse Bamileke, à savoir ce qui m'aime. Chacun de ces points est très important. Par exemple, les 3 choses qui ne reviennent jamais. Le temps, les mots, les opportunités. Si je suis là devant vous, je suis saisi mes opportunités. Je n'ai pas su manquer à cela. Donc, il est donc important dans la vie. Et c'est ça les arts martiaux. Et c'est pourquoi je dis, les jeunes, on doit pouvoir permettre aux jeunes de s'initier aux arts martiaux. L'initiation aux arts martiaux permet chez un enfant, fermé, ça lui permet de s'ouvrir. Un enfant trop éveillé, ça le calme. Ça, c'est les règles. Vraiment, c'est quelque chose de très important. Donc, permettre aux enfants de pratiquer les arts martiaux. Et pas seulement aux enfants, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de coaching dans le but de canaliser vos énergies et afin de vous éviter les problèmes que mine cette société. Voilà ce que je peux vous dire sur ces parcours. Et je ne peux évidemment être bref dans la mesure où, s'il faut vraiment parler, le temps qui nous est imparti malheureusement nous fait défaut, sachant que j'aurai le plaisir de recevoir vos questions et nous pourrons évidemment bien en débattre plus. Merci beaucoup. Je vous écoute pour les questions, hein. N'hésitez pas. Oui, le micro. Camille, le micro à la dame là-bas. Oui, je vous écoute. Ah ben oui, vous avez une voix qui porte, c'est bien. Très belle question. Ça va. Alors, ce qu'on attend par résultat, c'est la fin. Et vous savez, il y a un adage qui dit « la fin ne justifie pas les moyens », n'est-ce pas? Donc, le chemin parcouru est quelque chose de très important. Parce qu'en chinois, on dit « itie marlo, shi ibu ibu zo, so buyao pa, mama zo, pa jiao pu dao ». Ça veut dire quoi? Le chemin de milieu commence par un pas. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de ne pas y arriver. Donc, certes, l'arrivée peut ne pas être la chose la plus importante, mais c'est aussi ce qui nous définit. Mais n'ayons pas la précipitation de dire on va à tout prix y arriver. Et quand on met cet objectif de se dire, la crainte est de dire est-ce que je ne vais pas y arriver, évidemment, on installe des blocages en nous. Donc, dans la vie, quand nous fonctionnons, allons au rythme de notre détermination. D'où, je pense que vous avez vu ici, discipline, volonté, détermination. Avoir la discipline dans la vie, ça veut dire une certaine droiture. Avoir la volonté, parce que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez voulu venir. Également, la détermination. La volonté aujourd'hui ne suffit pas. Dans tout ce que vous faites dans la vie, ce n'est pas la volonté qui suffit, mais il faut encore avoir de la détermination. Je pense que si aujourd'hui, je suis devant vous, c'est qu'en Chine, j'ai fait des compétitions, j'ai été
champion du monde dans les arts martiaux chinois. J'ai obtenu plusieurs médailles dans les arts martiaux, dans des différentes disciplines. Étant en Chine, évidemment, j'ai représenté l'Université des sports de Pékin, chose que je n'aurais pas imaginée. Certes, parce que j'étais là. En Afrique, j'avais 2 heures d'entraînement, voire par semaine, voire 4 heures au maximum, mais je m'entraînais 8 heures et 9 heures par jour. Je vous laisse imaginer 8 heures de travail. Pour quelqu'un qui part de 4 heures dans la semaine, c'est-à-dire à peine 2 heures, une séance d'entraînement, vous partez de 2 heures d'une séance d'entraînement à 9 heures d'entraînement. Je vous en prie. Question? Oui, vas-y. Qu'est-ce que vous pensez quand on vous appelle le Bruce Lee africain? On applaudit déjà pour un pays qui a le courage de parler. Alors, on m'a souvent attribué plusieurs surnoms. Bruce Lee africain, Bruce Lee noir, l'aigle noir, le chinois noir. C'est toutes sortes de noms qu'on m'a donnés du fait de mon parcours. J'avoue que porter ce nom est une lourde responsabilité, comme je l'ai souvent dit. Je ne sais pas si je serais en mesure de lasser même les chaussures de Bruce Lee. Je peux dire que c'est plutôt un poids énorme qu'on m'a donné. Mais je pense que ce poids, c'est plus par rapport au partage. Parce que Bruce Lee, c'est quelqu'un qui aimait partager la pratique des arts martiaux avec les autres. Et je pense que c'est fait. Ce n'est pas du fait de ma pratique, même si elle n'est pas aussi médiocre, mais je pense que c'est plus sur ses côtés. Mais c'est plus une lourde responsabilité parce que répondre à ces noms. Et il y a un film qui a été tourné qui s'appelle Bruce Lee africain, fait de Li Xiaolong, en Chine, qui a d'ailleurs eu un... Comment vous appelez ça? Qui a déjà eu un prix en Chine, donc ce film. Et c'est depuis là qu'on m'appelle le Bruce Lee africain. Merci. Je t'en remercie. Oui. Bon, je vous ai contacté via LinkedIn. Bon, je voulais savoir, il y a plusieurs composantes de Kung Fu. Il y a le Tai Chi. Bon, par exemple, de la Côte d'Ivoire, on a eu à faire. On a le Kung Fu classique, mais vous êtes arrivé dans le temple Shaolin à pratiquer le Wushu de manière par le destin ou vous avez fait un choix précis? Je n'ai pas bien suivi. Vous avez pratiqué, pourquoi vous avez choisi le Wushu par rapport aux autres disciplines de Kung Fu, comme on le connaît, on entend plusieurs? Ok. Alors, déjà, c'est une très belle question pour apporter un peu de lumière et d'éclairage sur ce qu'on appelle Kung Fu. Alors, le vrai nom, c'est Wushu. Le Wushu, Wu qui est mis donc, pour l'art de la guerre. Donc, Wu, guerre, Shu, l'art de la guerre. Donc, Wushu, de par les films chinois, on a attribué le nom Kung Fu. Et depuis les années 2000, en 2014 précisément, les experts de la Fédération internationale, on s'est réunis, on a fait ce qu'on appelle une réunion en se disant, aujourd'hui, le nom Kung Fu est plus développé, plus répandu dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir ne pas perdre cette image? C'est alors qu'on est mis sur pied, on a donc créé, on a attribué l'appellation de Kung Fu aux arts martiaux traditionnels. C'est d'ailleurs qu'en 2017, le Kung Fu est devenu, donc c'est une appellation maintenant de Kung Fu du style traditionnel. Maintenant, le Wushu maintenant devient le côté sportif. Donc maintenant, on a 2 championnats du monde. Le championnat du monde de Wushu traditionnel, donc qui est Kung Fu, et le championnat du monde de Wushu, qui veut dire Wushu moderne. Bon, maintenant, quand je suis arrivé à Shaolin, Shaolin a la particularité de travailler sur ce qu'on appelle le Wushu traditionnel, donc le Kung Fu. C'est pourquoi on dit Kung Fu Shaolin. D'accord? Parce que Kung Fu en lui-même signifie la maîtrise de quelque chose. Quand on dit je pratique du Kung Fu, c'est comme vous faites le Kung Fu de la cuisine, vous faites le Kung Fu de la conduite, l'art de maîtriser quelque chose. Quand quelqu'un tend la jambe, on dit ah, son Kung Fu est très bien. Donc, l'attitude à faire quelque chose. C'est ça, normalement, l'appellation de Kung Fu. Bon, maintenant, quand on est à l'Université des sports de Pékin, parce que c'est une école, une université, pourquoi j'ai quitté le temple de Shaolin? Certes, ayant désobéi à mes parents, pas désobéi parce qu'ils sont fiers aujourd'hui de moi, ayant voulu dire à mes parents que je savais ce que je voulais et que je n'ai pas devenu le Roger Milka qu'ils attendaient, mais je suis devenu sans doute le Bruce Lee africain. Donc,
Alors, je suis allé à l'Université de sport de Pékin dans le but de participer aux compétitions. Donc, pratiquer le côté sportif. Vous comprenez? Donc, à Shaolin, c'était le côté traditionnel, moine, spirituel. Parce que les arts martiaux chinois ont cet avantage d'engrainer plusieurs enveloppes. Donc, vous avez le côté sportif, vous avez le côté spirituel. Et c'est ça, la force des arts martiaux. Donc, la voie interne et la voie externe. La voie interne, tout ce que vous appelez tai chi, le bagua, ainsi de suite, ainsi de suite. Le yin qigong. Je vous en prie. Oui, bonsoir. Alors, merci pour la présentation. Merci. Vous avez parlé de votre formation qui a commencé en Afrique et ensuite en Chine. Et on sait que dans les arts martiaux, il n'y a pas que la partie justement sportive, il y a la partie intérieure, donc tout ce qui est savoir-être. Et aujourd'hui, si vous deviez nous recommander de faire des arts martiaux ou à des enfants, ce serait quels sont les conseils ou quels sont les apprentissages que vous en avez tirés en termes de savoir-être qui pourraient nous servir aujourd'hui? Très bien. Au niveau, les arts martiaux, c'est un outil de vie. C'est un chemin de vie. Et chez les enfants, aujourd'hui, ça canalise l'énergie chez les enfants. Vous savez, les enfants, ils ont l'énergie qui déborde, je dirais, déborde les frontières. Et les arts martiaux ont cet atout de pouvoir aider l'enfant, vraiment non seulement sur l'aspect concentration. Je prends l'exemple, dans les écoles de Boulogne, je viens de mettre enfant en place l'initiation des arts martiaux chinois et la méditation dans des écoles publiques à Boulogne. Et là, il y a le maire du 15e qui en sollicite également, donc ça doit commencer l'année prochaine. Le but, c'est quoi? C'est permettre aux enfants de, non seulement... Parce que quand on pratique les arts martiaux, on a l'impression qu'ils vont aller se battre. C'est ce qu'on m'avait attribué à l'époque. On m'a refusé une bourse. Le ministre de tutelle du Cameroun a refusé que j'aie une bourse pour aller étudier les arts martiaux. Il a refusé. Une bourse qui était pourtant donnée par des Chinois. Tout simplement parce que pour lui, comment on va donner une bourse à un enfant qui va aller apprendre à se battre? Mais lorsque je fus champion du monde, c'était tous les motards du Cameroun, c'était tout le Cameroun qui était mobilisé pour m'accueillir. Ils étaient tout contents. Quand vous avez vu tout à l'heure dans une image où il y avait le roi, c'était en ce moment que je venais. C'était en 2006 lorsque j'ai quitté la Chine pour venir après 10 ans au Cameroun. Donc voilà quelque chose qui a permis justement, cette voie, cette discipline aide beaucoup chez les enfants. Ça les donne la volonté, le charisme aussi. N'oubliez pas que chez les enfants, vous avez des enfants qui sont tellement timides, qui ont du mal à prendre la parole. Pourquoi j'ai encouragé la petite fille? C'est qu'il y a des enfants qui ont du mal à parler, à s'exprimer devant le groupe. Les arts martiaux te donnent ce charisme-là, cette volonté, et aussi surtout cette assurance-là. Donc chez les enfants, les initiés, peu importe les arts martiaux, je ne suis pas là pour dire mettez-les dans les arts martiaux chinois. Un art martial, déjà on dit art. Donc un art martial est très important pour l'éducation sportive d'un enfant. Bonjour, merci pour cette présentation et votre présence. Merci. Ma question, c'était c'est quoi la différence entre Shaolin et le karaté? Parce que ici on connaît plus le karaté que la relation entre deux styles comme ça. Ou bien... Ok. Merci. Très bonne question. Le karaté, il est japonais. Shaolin, il est chinois. Bon, déjà, Shaolin, c'est un temple, en fait. Le monastère des arts martiaux. Le Shaolin, c'est le lieu, le socle, comme on dit souvent, le berceau des arts martiaux chinois, parce que les arts martiaux en Chine sont issus du temple de Shaolin. Alors, le Kung Fu, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'appellation traditionnelle maintenant des arts martiaux chinois. Il est d'origine chinoise. D'accord? Donc, maintenant, en ce qui concerne la différence, évidemment, sur le plan géopolitique, on peut le dire, voilà, le karaté, il reste japonais et le kung fu reste chinois. Maintenant, en termes de pratique, ils ont des similitudes dans la mesure où, en termes de compétition aujourd'hui, le karaté a deux types de compétition. Ils en ont en kata, c'est-à-dire en démonstration, ce que les Chinois appellent le taolu. Maintenant, ils ont également ce qu'on appelle le combat, donc ce que les Chinois ils appellent le sanda. Maintenant, l'autre particularité maintenant des arts martiaux chinois, c'est que c'est en fait comme disait mon maître, c'est comme l'océan.
Il y en a tellement de variétés. Vous avez par exemple le style interne. Tout ça, ça fait partie des arts martiaux chinois, c'est-à-dire le tai chi. Vous avez par exemple le qigong, qui est beaucoup répandu aujourd'hui en France. D'accord? Donc, vous avez le Xing Tuan, le Bagua, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est les différents styles des arts martiaux pratiqués dans les arts martiaux chinois. Okay. Alors, donc, s'il n'y a plus de questions, j'ai juste une information. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type quand on est étudiant à Shaolin? Wow. Vous voulez aller? Là, je vais vous recommander. Hein. C'est pour information. Alors, à Shaolin, à 4h30, il y a ce qu'on appelle le gong. On ne peut pas dormir. À 4h30, on est levé. À 5h, il y a différentes sortes de groupes de 20 personnes, parfois 15. Et chaque groupe, selon le groupe auquel vous appartenez, à 5h, votre groupe, s'il est destiné pour la prière de 5h du matin, qu'est-ce que vous faites? Vous levez, vous allez pour la méditation, la prière pour la paix au monde. Parce que le temple fait ce qu'on appelle dès 5h une prière pour la paix au monde. Si vous êtes dans le groupe qui doit aller courir, donc à 6h, à 5h, vous allez monter le mont Songshan. C'est le mont qui a plus de 5400 marches. Donc vous allez vous grimper, vous revenez à 4 pattes, ainsi de suite. Vous portez quelqu'un sur le dos. Et vous revenez à 6h, le repas, le petit déjeuner est sacré au temple de Shaolin. Parce que le chef spirituel lui-même, il est présent. Donc à 6h du matin, tout le monde... Parfois, tu peux te dire qu'il n'est pas là. On demande, pourquoi tu n'étais pas là hier? Je te demande comment il a su. En fait, il ne regarde personne, mais il a l'œil partout. Donc à 6h, c'est le repas très important. Vous avez 1 heure de repas, de petit déjeuner. Donc, vous repartez à 8h du matin. Donc, les différents ateliers, avec les différents, chacun avec ses différents maîtres, on commence les entraînements. À 11h, on a terminé. Dès 11h30, l'ouverture du restaurant. Donc, si vous venez à 12h, vous n'avez plus rien à manger. Vous deviez sans doute aller acheter de votre propre... vos poches devront souffrir pour vous nourrir. Donc, de 11h30 à 12h, c'est le repas. Cette fois-ci, il n'y a pas de protocole. Vous partez à 13h, à 12h, on part, 12h30, oui, on part pour la prière cette fois, pour la méditation, autant pour moi. On a 45 minutes de méditation pour des personnes qui ne sont pas encore initiées, sinon 1h30 pour les initiés. Donc, dès qu'on a terminé cette séance de prière, à 14h, on reprend les entraînements jusqu'à 16h30. À 16h30, vous allez vous échanger, et jusqu'à 17h. À 17h30, le dîner. Vous finissez de dîner. À 19h, vous avez ce qu'on appelle une autre séance comment vous appelez ça? Une séance de méditation encore pour 1h, ou 1h30 ou 45 pour les non-initiés. Donc voilà la journée type à Shaolin. Et après 20h, quartier libre, chacun retourne dans sa chambre. Évidemment, vous êtes tellement fatigué après 8 heures d'entraînement que vous n'avez le temps de rien faire. Je pense qu'on va arrêter là, puisque là, il y a d'autres personnes qui vont commencer, il y a d'autres interventions. Je vous remercie d'être passé. J'espère avoir pu partager avec vous ces parcours et je ne peux que vous remercier encore et bravo à vous. Merci. On me rappelle juste que je vais faire une séance de dédicace de mon livre « Ouvre ta main, tu posséderas le monde », donc à la librairie qui est juste en face à la librairie du quai Branly. Donc pour ceux qui veulent la dédicace du livre, vous pouvez me suivre. Le livre a été édité chez Robert Laffont, donc vous pourrez mieux comprendre ce parcours. Donc j'ai pu abréger. Merci encore et bonne soirée.